qui certes nous sont tous les jours extrêmement utiles dans notre vie quotidienne, mais ces satellites ont une petite tendance quand même aujourd'hui à encombrer les orbites proches de la Terre, à créer de nombreux débris. Il n'y a pas que d'ailleurs, il y a les lanceurs aussi parfois, avec des risques de collision et bien évidemment un danger aussi pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace. Eh bien, ce sujet-là qui est très important aujourd'hui, on en parle tout de suite avec notre invité, Luc Piguet, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Ça va, après, j'ai posé le problème de départ ? C'est parfait. C'est ça ? J'ai plus rien à dire. Si, justement, c'est pour ça que vous êtes là. Et en plus, vous allez être sollicité par le public parce que le public va vous poser des questions une fois que vous nous aurez expliqué et reprécisé le cadre de tout ça. Alors, je vous présente d'abord, vous êtes directeur général et cofondateur de ClearSpace. Oui. ClearSpace, c'est quoi ? C'est dans les grandes lignes. Alors, ClearSpace, c'est une spin-off de l'EPFL. Où l'EPFL travaille depuis déjà 2010 sur la problématique des débris spatiaux et comment retirer des objets d'orbite. Et depuis 2018, on a fait une spin-off, donc on a créé une entreprise commerciale pour faire ce genre d'activité. Et on a eu la chance de gagner un appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne pour aller retirer le premier objet d'orbite. Donc c'est né ici ? C'est né ici, oui. C'est né ici parce qu'ici, on s'intéresse beaucoup à l'exploration spatiale. Exactement. D'accord. Alors, je vous invite à rejoindre le pupitre parce que vous allez nous dresser d'abord un état des lieux de ce qui se passe là-haut, en orbite, autour de la Terre, les débris qui polluent l'espace. Vous allez nous expliquer aussi quels sont les problèmes concrets que ça pose. Et puis enfin, nous présenter les solutions ou quelques-unes des solutions que vous préconisez. Vous êtes d'accord ? Ça vous va ? Très bien. Eh bien, regardez, le pupitre vous tend les bras. Très bien. Voilà, vous avez le retour de toutes vos images ici, devant vous. Oui, j'ai le son, c'est bon ? Oui, vous avez tout, on vous entend bien. Donc, si vous étiez, imaginez-vous que vous soyez un astronaute. Vous êtes un explorateur spatial, un touriste de l'espace, et vous allez faire quelques vacances sur la Station spatiale internationale. Ce que vous verriez quand vous regardez l'espace, c'est à peu près ça. Donc, une vue magnifique de la Terre, avec un ciel, avec un espace noir qui a l'air absolument limpide. La réalité, elle n'est pas vraiment comme ça. On a placé énormément d'objets en orbite depuis le début de l'exploration spatiale et l'augmentation du nombre d'objets en orbite est à peu près exponentielle. Donc la réalité, c'est plutôt ça qu'on a en orbite. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, la réalité qu'on a en orbite, c'est plutôt ça. Donc c'est un nombre important d'objets qui orbitent, qui tournent autour de la Terre. Alors évidemment, sur cette animation qui était faite par l'Agence spatiale européenne, ce que vous voyez sont les objets en 2013, donc il y a déjà quelques années, c'est déjà beaucoup augmenté. Ils sont beaucoup plus grands que ce que vous verriez en réalité, parce que évidemment, il faut qu'on puisse les voir sur l'animation. Donc ils ont été dessinés plus grands, mais ça vous donne une idée que le nombre d'objets est important. En réalité, le nombre d'objets qu'on place en orbite augmente de façon à peu près exponentielle. Ces dernières années, on a commencé à lancer un nombre de satellites nettement supérieur. Et pour donner une idée par rapport à ça, en 2010-2011, on lançait à peu près 150 satellites par année. L'année passée, on était à près de 2000. Donc c'est vraiment une accélération très rapide. Ce qui se passe en parallèle, c'est qu'on a de plus en plus de satellites perdus en orbite. Ça veut dire des satellites avec lesquels on a perdu le contact, qu'on ne peut plus manœuvrer. Et pour qu'un objet reste en orbite, il doit aller à très haute vitesse. C'est la vitesse qui maintient en fait l'objet en orbite, un satellite en orbite. Et la problématique de ces objets, c'est qu'ils peuvent entrer en collision avec d'autres satellites, avec des astronautes, avec d'autres activités des missions spatiales. Chaque fois qu'on se retrouve avec un événement de fragmentation, ça veut dire que soit un satellite explose ou entre en collision, on génère un énorme champ de débris de plus petits objets qui orbitent eux aussi à très haute vitesse. Et quand on parle de haute vitesse, il s'agit de vitesses qui sont de l'ordre de 28 000 km/h. C'est une vitesse qui est énorme. Sur Terre, ce n'est pas possible de reproduire cette vitesse à cause de la friction avec l'atmosphère terrestre. Donc c'est seulement possible d'atteindre cette vitesse en orbite. Et l'énergie cinétique portée par un objet, c'est la masse fois le carré de la vitesse. Ça veut dire que même un tout petit objet porte une énergie folle en collision.
Un petit objet de la taille d'un boulon porte à peu près la même énergie que l'explosion d'une grenade à main en collision. Ça veut dire que c'est vraiment un problème qui doit être adressé. En même temps, l'opération spatiale sert à peu près tout ce qu'on fait ici sur Terre. On en a besoin pour transporter les signaux de télévision, pour communiquer, on en a besoin pour la météo, pour faire les prévisions par exemple de tsunami, pour les alarmes, pour pouvoir vérifier l'augmentation, le réchauffement global. On l'utilise pour naviguer, on l'utilise pour synchroniser nos ordinateurs. Donc les applications sont très vastes et aujourd'hui on en est complètement dépendant. Donc en réalité c'est un environnement qu'il faut maintenir. Donc l'Airspace, on a commencé à travailler sur cette question de comment est-ce qu'on fait pour éliminer des objets en orbite. Parce que le problème, c'est un tout petit peu comme si on avait opéré un réseau d'autoroutes à très haute vitesse pendant 60 années sans avoir une dépanneuse. Donc on se retrouve avec des voitures qui sont cassées à gauche à droite, qui sont en panne à gauche à droite sur l'autoroute, et un nombre de débris qui ont été causés par des collisions ou d'autres événements en orbite. Donc l'Airspace a commencé à travailler sur cette question d'attraper un satellite en orbite, et on a eu la chance, comme je l'ai dit avant, de gagner un appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne en 2019 pour mener la première mission qui va de façon autonome, avec une dépanneuse spatiale, chercher un gros objet en orbite. C'est la mission que vous voyez sur la gauche, avec cette espèce de cône qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. C'est un gros objet qui est en orbite et qu'on va aller chercher pour démontrer l'ensemble de la chaîne de valeur de comment est-ce qu'on élimine un débris en orbite. Mais au-delà de ça, on a commencé à travailler sur une autre mission avec l'Agence spatiale anglaise, où l'objectif c'est d'aller en chercher plus d'un, d'aller en chercher 2 avec le même serviceur, avec la même dépanneuse, puis de re-remplir de carburant la dépanneuse. Et la 3e mission sur laquelle on travaille, c'est une mission où on va étendre la vie d'un satellite. Parce qu'un satellite a une durée de vie donnée, ces systèmes peuvent être encore complètement fonctionnels, mais il n'a plus de carburant. Donc dans ce genre d'opération-là, c'est possible de l'attraper et de le maintenir en orbite opérationnelle pendant par exemple 5 ans de plus, qui fait qu'on a besoin de lancer moins de satellites. Donc l'Airspace travaille sur ces différentes missions. Pour donner un peu une idée, la première mission que l'Airspace One a pour objectif de venir en 2026. Donc là vous voyez le serviceur, alors c'est une représentation faite par un artiste, mais on voit ici le premier serviceur avec une pince, une grande pince qui va attraper l'objet en orbite. La 2e mission sur laquelle on travaille s'appelle Clear, où il y a une démonstration aussi de robotique spatiale, parce que l'objectif c'est de faire une dépanneuse qui est capable non seulement d'attraper l'objet en orbite, mais aussi d'intervenir dessus. On pourrait s'imaginer par la suite de réparer un satellite en orbite. Donc tout ça, c'est des opérations qui ont lieu à 28 000 km/h. Ici, tout a l'air lent dans ces images, mais la réalité, c'est que les 2 objets volent très vite pour rester en orbite. Donc c'est un peu comme faire un service le long de l'autoroute pour une voiture qui orbite à 28 000 km/h dans le vide de l'espace, sans gravité et sans friction. Donc l'exercice de capture est relativement difficile. La dernière mission montre une opération différente qui a lieu ici dans ce cas-là dans une orbite qui s'appelle géostationnaire, donc qui est très loin de la Terre à 36 000 km/h, où les satellites tournent à la même vitesse que la rotation terrestre. Et c'est typiquement les satellites qui communiquent avec les paraboles qu'on retrouve sur le sol un peu partout. Et ces satellites-là ont besoin de maintenance aussi. Donc nous sommes en train de travailler avec un opérateur géostationnaire pour maintenir et intervenir sur un satellite de ce type-là. Donc l'objectif, c'est réellement de pouvoir produire la dépanneuse spatiale et d'introduire la capacité de service qui existe déjà sur la route, qui existe pour le transport maritime, qui existe pour l'aviation, de pouvoir intervenir et de pouvoir faire de la maintenance et de l'intervention sur les infrastructures orbitales. Très bien, merci. C'est clair, rejoignez-moi. Je suis sûr qu'on a pas mal de questions à vous poser. C'est très concret parce qu'on voit des images de synthèse, évidemment. Donc ça nous fait dire, bon, bah, c'est peut-être pour l'avenir, dans un lointain avenir. Mais non, c'est pour demain, là, 2026, 2027. 2026, c'est proche, oui, on y est presque. Et vous en êtes où de la construction de... Parce que, bon, alors vous l'avez dit, vous êtes un peu dépanneur de l'espace, vous êtes un peu aussi éboueur de l'espace. Ils en sont où vos vaisseaux éboueurs et dépanneurs ? Alors aujourd'hui, dans la première mission ESA, on a passé la principale phase de conception initiale. On a identifié l'ensemble du team industriel. C'est à peu près 22 entreprises qui travaillent avec l'Airspace sur cette mission, comme sous-traitants pour différentes parties, systèmes de propulsion, avionique de bord et ainsi de suite, ou des parties de mécanisme.
Et on a démontré finalement toutes les technologies en laboratoire pour la capture par exemple à la taille 1.1 sur des tables à coussin d'air qui nous permettent de démontrer le comportement au niveau de la capture. Donc la majorité des analyses sont faites. Maintenant on entre dans une phase où on va commencer à acheter du matériel et à installer, à assembler, intégrer finalement les différents systèmes et valider la conception du software. D'accord. Alors, quand vous dépannez ou quand vous rechargez en carburant, c'est pour augmenter la durée de vie, évidemment, des satellites. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous ramenez un débris, enfin, normalement, un débris, quand il rentre dans l'atmosphère, il brûle. Il brûle, exactement. Alors, donc, il va faire quoi, votre appareil, avec les pinces qu'on a vues? Alors, dans la première mission, on va attraper l'objet en orbite. On va le stabiliser parce que tout est en rotation, donc oui. Il faut qu'on crée une situation stable. On va devoir faire autre chose, c'est aligner les centres de masse. Parce que quand on pousse, si je pousse à côté du centre de masse, je crée une rotation. Donc il va falloir qu'on aligne les centres de masse. Puis après, on va le piloter pour qu'il entre, pour que l'ensemble de notre serviceur et de l'objet entre dans l'atmosphère en dessus du Pacifique Sud, sur le point Nemo. D'accord. Et les deux vont se consumer dans la première mission. Donc on perd la dépanneuse dans la Ah ouais, c'est ça. À chaque fois, il faut une nouvelle dépanneuse. Donc pas dans toutes les missions. Il s'agit des missions où les objets sont tellement grands qu'ils ont le risque qu'une partie de l'objet ne se consomme pas et tombe sur l'écorce terrestre. Et on veut éviter évidemment le risque qu'il y ait des objets spatiaux qui tombent, je ne sais pas, sur Paris, sur Madrid, ou interrompent le trafic aérien en Europe, par exemple, ce qui s'est passé avec un corps de fusée chinois il y a quelques mois. Donc l'objectif pour les grands objets, par exemple, il y a des satellites européens comme Envisat qui font 8 tonnes. Ces objets-là, il faut les réintroduire et dans ce cas-là, on perd la dépanneuse. On ne perd pas le concept de la dépanneuse, mais on la perd avec. Par contre, pour les grandes constellations, c'est les satellites plus petits. Et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les descendre assez bas pour qu'ils soient déjà un peu dans l'atmosphère, qu'ils soient freinés par l'atmosphère et qu'ils rentrent tout seuls. Et ils vont brûler. Et on peut retourner, exactement, ils brûlent. C'est la fin de vie normale d'un satellite en orbite basse. D'accord. Vous avez un marché d'avenir extraordinaire, des débris. On a vu les images, elles sont impressionnantes, les images de la NASA. C'est quoi? C'est chaque année, j'avais un chiffre que vous aviez donné, 5000 objets non fonctionnels. C'est ça dans l'espace? Ça, c'est le total aujourd'hui. C'est au total 5000 objets qui servent à rien, en gros. Voilà. Donc en fait, les grands objets, ça, c'est des satellites et des corps de fusée complets. Ouais. Au-delà de ça, il y a des centaines de milliers, voire des millions de petits débris. Oui. Notre objectif, c'est d'adresser les gros objets parce que les débris sont causés par les grands objets, par des événements de fragmentation, soit des batteries qui explosent, du propellant à bord, du carburant à bord qui explose, ou une collision. Donc ce qu'il faut, c'est éliminer les gros objets. C'est comme on ne laisserait pas un camion sur l'autoroute quand il est en panne. Parce que le gros objet va produire beaucoup de problèmes par la suite, et nettoyer les problèmes par la suite, c'est beaucoup plus cher. Ouais, faut bien comprendre que deux objets comme ça, deux satellites qui se rencontrent, ça se présente pas souvent, heureusement. Ça s'est passé en 2009, il y avait Cosmos, un satellite russe, et puis Iridium 33, c'est ça. Ils sont rencontrés, ça a fait 2000 débris qui sont partis. Ils sont encore en orbite aujourd'hui. Donc il y a un nombre régulièrement, on avait à l'époque en 2009 lancé le SwissCube, régulièrement on a encore ce qu'on appelle des événements de conjonction, c'est-à-dire on reçoit des alarmes de l'armée de l'air américaine qui nous informe qu'il y a un risque de collision avec des débris de Iridium 33 et ça se produit encore de façon assez fréquente. Et ces débris, c'est des balles de fusil, comme vous disiez. Exactement, c'est plus rapide qu'une balle de fusil. C'est plus rapide qu'une balle de fusil, donc ça détruit d'autres satellites, ça crée des dommages. Et on a toujours pensé pour les astronautes aussi qui sont dans la station spatiale internationale. Le problème, c'est que c'est un problème qui se multiplie. Plus il y a de fragmentation, plus il y a de risques qu'on fragmente d'autres objets à cause de collisions additionnelles. Et en fait, c'est un phénomène de cascade. Il y a des altitudes, par exemple, entre 700 km et 900 km, on voit déjà une augmentation du nombre de débris sans ajouter de nouveaux corps de fusée ou satellites. Ça veut dire qu'on a déjà des événements de fragmentation qui se cascadent. D'accord, très bien. Je pense qu'il y a des questions dans la salle, sauf que je ne vous vois pas très bien avec les projecteurs. On peut peut-être faire ça. Voilà, merci. Voilà, deux questions déjà, madame ou mademoiselle. Pardon. Allez-y. Oui, mais du coup, au niveau du bilan énergétique, par exemple, pour envoyer les satellites dans l'espace, est-ce que vous avez une position que vous prenez par rapport à ça ? Alors aujourd'hui, on n'est pas entré dans le détail du bilan énergétique. Mais pour donner un parallèle intéressant, aujourd'hui, la constellation Starlink a pour objectif de transporter Internet à travers l'espace. Et le coût de lancer 2000 satellites Starlink dans l'espace
comparé au coût de poser des fibres optiques à travers tous les océans et de creuser la plupart des continents pour poser des réseaux fibres optiques, est nettement inférieur. En réalité, l'opération spatiale a l'air plus chère, mais il peut être beaucoup moins cher que des infrastructures au sol. La réalité, c'est ça. Maintenant, il y a tout un tas de problèmes qu'il va falloir adresser sur le long terme. Un certain nombre d'opérateurs de lancement travaillent sur des lanceurs qui sont plus propres, qui brûlent des propellants différentes pour être plus propres, pour s'assurer d'avoir finalement une opération qui est la plus viable possible. Mais la réalité, c'est que si vraiment on compare ce qui est comparable et on compare les services fournis par une infrastructure spatiale avec l'équivalent terrestre, en réalité, l'opération spatiale est plus économique à ce stade que l'opération terrestre. Monsieur ? Oui, j'ai une petite question par rapport à la séquence des choses. J'imagine que pour pouvoir en fait ramener des objets, il faut d'abord avoir une vision de qu'est-ce qui circule dans l'espace. Et je voulais savoir s'il y avait un organisme ou une institution qui fait d'abord une veille et une cartographie de l'espace, savoir quels objets circulent où et qu'on puisse vraiment donc adresser le système, adresser le problème de manière top-down en fait. Alors oui, effectivement, il y a un catalogue, il y en a plusieurs en réalité. Le premier catalogue qui était public, c'était le catalogue qui était mis en place par l'armée de l'air américaine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé des radars au sol, ils ont observé le ciel, et ils ont calculé les traces qui passent, ils ont associé tous les objets à leurs propriétaires, aux satellites opérationnels. La majorité des objets dans ce catalogue sont associés à un opérateur, en particulier les satellites. Aujourd'hui, il y a des entreprises commerciales qui font de même. Donc, par exemple, une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Leo Labs, qui a son propre catalogue. Il y a plusieurs entreprises européennes qui travaillent dessus. La Commission européenne travaille aussi sur sa propre capacité européenne d'observation. L'armée française en a aussi. Donc, et les Chinois en ont aussi. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il y a de multiples catalogues. Il y en a certains qui sont publics, d'autres qui sont privés, qui cataloguent chaque objet en orbite, qui font plus de 10 cm. Parce que, évidemment, les objets plus petits sont plus difficiles à observer. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à... Est-ce qu'il existe des normes ou des obligations pour les lanceurs de satellites de les faire revenir une fois du coup que leur carburant est fini ou que leur mission est terminée? Alors, il existe effectivement il y a des réglementations spatiales. La première, c'est le traité de responsabilité spatiale qui date de 1972. C'est ma date de naissance. Donc, et ce qu'il dit, ce traité, il dit que les États lanceurs sont responsables pour les objets aussi longtemps qu'ils restent en orbite. Donc, ils disent, si un État lanceur, par exemple l'Angleterre, donne une autorisation de lancer un satellite, cet État lanceur va être responsable pour ce qui se passe en orbite, mais on doit démontrer la faute. La réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de dépanneuse et pas moyen d'introduire une dépanneuse dans le système, les gens pouvaient dire moi je l'ai laissé là quand il est tombé en panne, mais je ne pouvais pas faire mieux, il n'y avait pas d'alternative possible, donc je n'ai pas commis d'erreur, je n'ai pas commis de faute. Pour donner une comparaison, si vous avez une voiture super fiable, quand vous achetez une Rolls-Royce, vous allez sur l'autoroute, elle tombe en panne sur la voie de dépassement, heureusement vous avez un PhD en mécanique automobile, vous essayez de le réparer pendant 2 heures, vous n'y arrivez pas, vous dites tant pis, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que personne n'aurait pu faire mieux que moi, donc je vais en acheter une autre et je continue à rouler. Vous commettez une erreur. Vous avez commis une faute parce que vous n'avez pas dépanné la voiture, vous aurez les moyens. En orbite, la dépanneuse n'existait pas. Et c'est la raison pourquoi les PFL arrivent à la conclusion, il faut la créer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a, juste parce que là, on aborde les questions de réglementation et de réglementation internationale, est-ce qu'il y a quand même des réglementations qui obligent les lanceurs, par exemple, depuis Kourou, Ariane Espace a une obligation, par exemple, de faire attention, de ne pas laisser trop de déchets ou de faire retomber au sol des parties du lanceur? Donc en fait, toutes ces réglementations sont nationales. Chaque pays impose quel est le niveau de risque qu'ils sont prêts à porter avec les opérateurs ou avec les lanceurs. Et alors, il y a certains pays qui demandent une assurance, il y a des pays qui demandent différents niveaux de temps de retour. La FCC aux États-Unis vient de passer, à l'époque, il y avait une espèce de guideline générale qui disait qu'un objet ne doit pas rester en orbite plus de 25 ans après sa durée opérationnelle. Aujourd'hui, la FCC a réduit ça à 5 ans. Maintenant, la question, c'est combien d'exceptions ils vont générer à cette règle. D'accord. Monsieur. Alors... Est-ce que si un objet tombe dans la propriété de quelqu'un, sur le terrain de quelqu'un, il lui appartient ou il appartient à l'État où il tombe? En principe, il n'appartient pas à la personne où il tombe. En principe, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est informer l'opérateur qui doit venir le récupérer. Ah, il n'appartient pas. Ouais. Ni à l'État où il est tombé. Merci.
Madame, monsieur, pardon. Jeune homme, pardon. Vous envoyez comment les dépanneuses. les dépanneuses dans l'espace? Alors les dépanneuses, c'est comme des satellites. On va les installer sur une fusée qui va partir en orbite. Et ce qui est assez intéressant, pour donner une petite anecdote, la fusée, elle n'utilise que 20% de son kérosène pour monter à l'altitude d'injection. 80% est utilisé pour atteindre la vitesse orbitale, donc les 28 000 km/h qui vont faire que l'objet reste en orbite. Mais c'est placé sur une fusée. Bonjour. Oui. Alors, aujourd'hui, Allez-y. vous avez un plan qui semble assez cool pour amener les satellites qui sont en fin de vie. Il y en a beaucoup. Mais si on réfléchit vraiment à l'étape d'après, est-ce que vous avez déjà des plans pour imaginer un satellite qui pourrait être réutilisable et qu'on pourrait ramener sur Terre, puis relancer, puis ramener sur Terre, puis relancer? Alors, ramener le satellite sur Terre coûte très cher. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire l'inverse de la fusée. La fusée, elle doit dépenser 80% des immenses réservoirs de kérosène qu'elle a à bord pour pouvoir atteindre la vitesse orbitale. Et après, pour pouvoir le ralentir, il va falloir dépenser la même énergie pour l'amener à la vitesse zéro, pour pouvoir le faire atterrir sur Terre. Donc ça veut dire le coût énergétique est énorme pour amener le satellite sur Terre, parce qu'on a injecté tellement d'énergie dans l'objet. Pour le ralentir, ça va être beaucoup d'énergie. Il y a plus de probabilité avec le temps qu'on puisse recycler et réutiliser des infrastructures en orbite, en utilisant des stations spatiales ou différents mécanismes en orbite, que de vouloir le ralentir, le ramener sur Terre. Donc il y a un moyen de ramener un objet sur Terre. Aujourd'hui, ce qui se fait avec des capsules, c'est qu'on met un bouclier thermique et puis on fait une rentrée en utilisant finalement la friction avec l'atmosphère terrestre pour ralentir l'objet en grande partie, puis après des parachutes. Mais tout ça, c'est un coût supplémentaire en kilos sur la plateforme de vol. Ça veut dire que chaque kilo qu'on ajoute demande plus de carburant à bord, qui ajoute du poids, et parce qu'on a plus de poids de carburant, il faut mettre plus de carburant à bord. Donc en réalité, c'est un phénomène à peu près exponentiel. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser la masse de façon générale. Donc pour toutes ces raisons, c'est plus probable qu'on fasse le service en orbite que qu'on le ramène sur Terre. D'accord, service à domicile. On va prendre 2 dernières questions très rapidement parce que le temps passe vite et on a des conférences qui suivent. Allez-y. Je peux vous poser les 2 petites questions. Est-ce que tous les débris tournent dans le même sens ou il y en a qui tournent dans le sens opposé, ce qui ferait une collision à 56 000 km/h? Alors, il y en a qui tournent en sens opposé. Bon. La réalité, c'est que tous les débris tournent sur des inclinaisons d'abord différentes. Donc, ils peuvent être inclinaisons plus ou moins verticalement par rapport à l'axe de la Terre. Puis après, ils vont drifter, ils vont glisser dans le temps. Donc, on peut se retrouver avec des objets qui vont se retrouver sur une trajectoire frontale. Et oui, effectivement, c'est une énergie folle. Deuxième question, avec toute cette augmentation de débris, est-ce qu'on ne va pas en arriver à l'interdiction de lancer dans l'espace des objets qui ne vont pas être récupérés? Probablement. Le risque, si on ne fait rien, c'est qu'on arrive à ce niveau-là. Je pense que le futur, sur le long terme, c'est d'avoir une opération qui est neutre pour l'environnement spatial. Et l'Agence spatiale européenne a déjà annoncé qu'à partir de 2030, ils vont être net zéro, comme ils disent. Ça veut dire qu'ils vont être neutres sur l'environnement spatial, que tout ce qui est placé en orbite sera toujours désorbité. Donc il faut une solution à tous les scénarios qui puissent se produire. Une toute dernière question, jeune homme. Au niveau des plus petits débris spatiaux, après qu'on aura réussi à attraper les grands débris spatiaux, est-ce qu'on arrivera à faire une technologie qui permettra de s'occuper des plus petits qui sont plus dangereux? Alors c'est une excellente question. Aujourd'hui, la difficulté, alors attraper un petit débris tout seul, dans la mesure où il est suffisamment grand pour qu'on puisse le voir et savoir où il faut le trouver, parce qu'aujourd'hui, la capacité d'observation, maintenant ça s'est un peu amélioré, on arrive à peu près à 4 cm. Aujourd'hui, les plus petits objets que ça, on ne sait même pas où ils sont en réalité. On ne sait pas vraiment où ils se trouvent. Donc ces petits objets-là, aller les trouver, aller les attraper, on peut trouver des solutions technologiques. Le problème, c'est d'en attraper suffisamment. Donc il y en a un nombre important. Ils sont répartis à des kilomètres les uns des autres. Et il faut se déplacer de l'un à l'autre. Et pour pouvoir se déplacer, il faut beaucoup de carburant sur le serviceur en orbite. Donc les solutions vont certainement être différentes. Il y a différentes
différentes personnes, différentes entreprises qui travaillent sur différentes solutions pour ça. La difficulté aussi, c'est de trouver quelqu'un qui paye pour ces plus petits objets. Merci beaucoup, Luc Puiguet. Je vous signale qu'il reste avec nous. Si vous voulez le voir derrière, vous pourrez répondre encore aux questions, parce qu'évidemment, on a plein de questions à vous poser. Mais le temps qui vous était imparti est écoulé. Je suis absolument désolé. En tout cas, merci, bravo et bonne chance pour vos premières missions. On se donne un tout petit temps de pause. On continue sur les défis de la recherche spatiale. Dans un instant, on reçoit un astronaute